Salut, bienvenue dans Langue Déliée. Bonjour. Bonjour Et bienvenue sur un nouvel épisode de Langue Déliée. Alors aujourd'hui, on va consacrer cet épisode à la thématique de la performance. D'ailleurs, c'est justement dans un de nos FAQ. Ouais. C'est une thématique qui est sortie. Donc, avec grand plaisir qu'on parle de performance. Et oui. On va vraiment partir à partir de l'expérience individuelle en parlant de performance et puis de construction des normes. Donc, on va directement se lancer avec la première question. Qu'est-ce que la performance ? Alors, en parlant de performance, on parle en fait de construction sociale, des sexualités avec justement des dimensions performatives, c'est-à-dire qu'on a des normes sexuelles qui sont clairement hiérarchisées. Et puis certaines pratiques sexuelles qui sont valorisées, tandis que d'autres sont marginalisées. Donc on va vraiment s'intéresser à ces normes sexuelles, tant sur la performance du genre que tant sur la performance corporelle. Et puis ouais, ça c'est vraiment intéressant, déjà des schémas qui sont plutôt valorisés alors que d'autres sont marginalisés, parce que ça veut dire aussi que ça vient vraiment des modèles de référence. Et puis c'est là que ça devient un peu problématique, on le verra. Voilà. En fait, c'est pour dire que la sexualité, c'est vraiment pas juste un simple reflet de notre nature, qu'au contraire, en fait, il y a quelque chose qui se joue dans la performance, qu'on apprend et qu'on répète. Et puis du coup, ça modifie en fait... ça se modifie, la performance, elle se modifie selon les contextes culturels dans lesquels on vit. Et puis justement, c'est vraiment cette sexualité et cette performance aussi dans la sexualité qui est renforcée par des normes, par des dictates, par des injonctions, comme tu le disais, par rapport à des pratiques, à des fantasmes, mais aussi dans les rôles genrés. Donc c'est aussi un peu des sujets dont on avait discuté dans l'épisode de la pornographie. Et puis voilà, c'est aussi... mais là, on se focus plus sur la performance du coup. Ouais. Et ça, c'est vraiment aussi... Puis souvent, ce qui est dangereux, c'est que c'est valorisé. C'est valorisé dans les échanges sociaux, mais aussi parce qu'on disait ça se joue dans la sexualité, mais ça se joue aussi juste dans la vie sociale. Des fois, on fait un peu le bon élève, ou on fait le bon enfant, c'est-à-dire le beau fils ou la bonne fille auprès de nos parents. Et puis, c'est des schémas comme ça, et en fait, comme il y a une forme de récompense, de reconnaissance sociale, c'est aussi des choses qu'on répète. Ouais, je suis complètement d'accord, c'est ça, c'est une répétition, quoi. D'un comportement qui, du coup, est valorisé de manière globale, quoi. Et dans la thématique de la sexualité, en fait, c'est que c'est un peu se sentir un peu obligé d'atteindre certains standards. C'est vraiment ça, Le terme obligation, du coup, aussi, qui te renferme, du coup, dans ça, tu penses que c'est ce que ça doit être. En fait, une personne, donc un homme ou une femme, doit être comme ça, si on part vraiment dans une binarité, parce que mine de rien, la performance, elle est pas mal ancrée dans une binarité. Bien sûr. Et puis, c'est vrai que c'est aussi un peu, c'est sous des couches aussi inconscientes, c'est ce jeu inconscient de recherche de reconnaissance, de recherche aussi de valorisation. Et puis, justement, ça se passe à travers... Tu le disais notamment dans l'épisode de la porno, mais le porno chic, toutes les représentations des corps, toutes les représentations de la sexualité qui est validée dans la société. Et puis, toutes ces choses qu'on voit, qu'on visionne, qu'on consomme. Et qu'on entend et aussi. Et qu'on entend, bien sûr, évidemment. Et puis, finalement, ça vient marquer notre esprit. Et puis, c'est un peu la poursuite inconsciente de ces schémas-là, de ces représentations-là, de ces modèles-là. Et puis, c'est comme ça on peut aussi tomber dans une performance dans tout plein de choses, mais aussi dans la sexualité. Puis, finalement, c'est des attentes qui sont complètement inatteignables. Mais ça, on va le voir à travers cet épisode, justement. Et puis, justement, le côté obligation, le côté, comme tu dis, en fait, c'est qu'il y a cette pression, du coup, qui est un peu constante, parce qu'on fait que de se dire, justement, le bon élève, en fait, être comme ça, comme on me l'a représenté, comme je l'ai vu, comme je l'ai entendu, quoi. Ouais, et puis je trouve que dans la sexualité, ça se joue beaucoup aussi entre potes, dans des discussions, t'es un bon coup, t'es un mauvais coup, et qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que tu peux être un bon coup avec quelqu'un, puis un mauvais coup avec quelqu'un d'autre, parce que juste, il n'y avait pas le truc, quoi, tu vois. Et du coup, ça aussi, puis ça prend beaucoup de base aussi sur la pornographie. On va pas se mentir. Et du coup, ça reprend ces codes-là, et du coup, c'est vraiment cette pression à dire, non, j'ai pas trop envie d'être nulle au lit, quoi, mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement ?
Et donc, ça nous amène à cette deuxième question qui est quels sont les impacts de la performance sur la sexualité? Ouais, ben c'est vrai que ça a plusieurs effets, hein. Un des premiers effets, c'est vrai que ça peut être justement cette pression, cette anxiété, hein. Des fois on entend anxiété de performance. Oui, oui, ouais. Et notamment dans la sexualité, ben c'est d'essayer quand même de se mettre à poursuivre ses attentes, ben, ses rôles, ses pratiques aussi, hein. Et puis de vouloir assurer complètement ben, cette performance, de vouloir faire atteindre l'autre le maximum du plaisir, et puis d'être dans cette recherche constante. Et en fait, ça crée aussi un décalage, parce que du coup, ça nous fait qu'on est très dans notre tête, hein. La pression, l'anxiété, c'est des choses plutôt... Ça se ressent aussi dans le corps, mais c'est aussi très mentalisé. Et puis, ben, du coup, on perd cette connexion aussi avec les ressentis ailleurs, et puis avec le moment, finalement. Parce qu'on est dans cette recherche-là, dans le fait ben, de comment on me perçoit, est-ce que ce que je donne, c'est suffisant, et puis c'est vraiment... Ça reste bloqué un peu au niveau plutôt supérieur, quoi, dans la tête. Et ça me fait juste penser, je t'interromps, en fait, par rapport à assurer, avant tu as dit assurer, et j'étais en train de penser, parce qu'en fait, c'est ça, c'est, en fait, tu entends quoi par assurer, et comment, en fait, tu assures? Est-ce que tu assures parce que t'es hyper rapide, hyper performant, hyper, voilà, on point, disons ça comme ça, dans cette performance physique, ou est-ce que tu assures parce que tu t'es soucié justement des besoins de l'autre, ou est-ce que tu as fait attention à certaines sensations, tu as joué avec ton corps et encore une fois tes émotions, sensations. Enfin, voilà, c'est ça je trouve que c'est intéressant de parler de il faut assurer de, mais en fait comment est-ce que tu assures quoi. Ouais, ça peut prendre différentes formes effectivement. Voilà, et puis on sait hein, que le stress dans la réponse de l'excitation, la réponse sexuelle, le stress c'est hyper mauvais sur l'excitation, sur le désir, et puis évidemment que ça peut avoir des répercussions, hein, notamment chez les personnes qui ont un pénis, sur l'érection. Ça c'est très difficile, le stress par rapport à l'érection, il y a vraiment un impact qui est assez fou. Et puis aussi chez les personnes qui ont des vulves, c'est aussi dans le désir, dans le fait de se sentir prêt, dans le fait d'avoir envie, ça peut aussi engendrer des douleurs, hein, et un manque d'excitation évidemment comme chez l'homme, chez les personnes à pénis. Et du coup cette pression, cette anxiété, ça peut être par rapport aux pratiques, mais ça peut aussi être par rapport au corps, à la manière dont notre corps il est fait, dont notre corps il est à ce moment-là. Et puis ça aussi, hein, ça peut bloquer à ce moment-là, et de se sentir plus du tout à l'aise, ou d'avoir plus trop de confiance en soi ou d'estime de soi aussi. Voilà, donc on passe en fait, comme tu dis, vu que c'est beaucoup par la tête, eh bien on passe par une déconstruction vraiment cognitive. On va essayer d'apporter des autres manières de faire, des autres manières d'exister tout simplement. En fait, au final c'est ça je trouve, des autres manières d'exister quoi. Mais pour rebondir à ce que tu disais avant, c'est vraiment aussi intéressant, parce qu'il y a 1000 manières de performer, et puis il y a la manière un peu peut-être plus toxique, c'est-à-dire dans l'attente de vraiment la performance dans l'action, mais ça peut aussi être une performance qui est de juste s'inquiéter de l'autre personne et de savoir si tout s'est bien passé. Puis ça, c'est peut-être une performance qui est plus douce, et puis où du coup il y a peut-être moins d'attente parce que c'est plus surprenant aussi, puis on sort un peu des sentiers battus, tu vois. Mais du coup, ce stress et cette anxiété, c'est important de comprendre que ça peut aussi conduire à des dysfonctions sexuelles, hein. Et puis ça, nous on en voit aussi hein, en consultation. Et puis c'est important parce que ça peut arriver vraiment à des troubles érectiles, des troubles éjaculatoires, des troubles du désir, des douleurs aussi au niveau pelvien, au niveau... Et du coup, c'est vraiment important de comprendre que c'est aussi des impacts qui peuvent se répercuter sur votre vie sexuelle et votre corps, quoi, vraiment. Et justement, ça fait un peu le saut avec l'autre impact qui est justement la déconnexion avec le désir, avec son propre désir. Hein. Parce que justement, la performance, on parle de script. Le fait de un peu s'enfermer là-dedans, c'est qu'on a en fait des choses à faire, une liste de choses à faire, et qui n'est pas du coup authentique. Hein. Et
quand je parle de script, c'est pas seulement les scripts qui sont imposés dans le porno, hein, donc différents pornos de comment ça se passe le porno, mais c'est aussi, du coup, comme on l'a dit depuis le départ, c'est aussi des scripts qui sont liés aux normes sociales et les attentes du partenaire. Donc on peut vraiment se sentir, du coup, après, déconnecté de ses propres envies. Bien sûr, ouais. Donc voilà, là où je dis déconnexion en fait de son propre désir, c'est que au lieu d'écouter son corps et ce qui se passe, ses sensations, eh bien on cherche justement à correspondre, et le terme correspondre est magnifique, très important, voilà, à un modèle, correspondre à un modèle. Ça y est, tous les mots. Voilà. Et ça peut créer justement cette panoplie d'émotions qui n'est pas forcément très agréable, comme la tristesse ou encore la frustration, et j'en passe. Ouais. Et c'est ok de les vivre, hein, on valide les émotions, c'est pas un problème, mais c'est vrai que du coup c'est d'essayer de comprendre quels sont les comportements qui nous font sentir ça, puis de se dire ok, est-ce qu'il y a des réglages que je peux faire, quoi. Voilà. Ouais. Mais ce que tu dis aussi, c'est très drôle parce que finalement, des fois, on est dans la volonté de vouloir correspondre aux attentes de l'autre, qui aussi peut se trouver dans la volonté de correspondre à des attentes de son genre ou ce qu'elle a entendu ou ce qu'il a entendu. Et du coup, finalement, il n'y a jamais, comme tu disais, un dialogue authentique entre les deux de « Ok, mais là, on est toi et moi, ou nous, et du coup, qu'est-ce qu'on veut sincèrement, tu vois ?» Et de sortir de ça. Bah, c'est ça que ça fait que le désir y baisse, parce que du coup, c'est encore une fois automatique, quoi. Ouais, puis on se raccroche à des choses qui, du coup, ne font plus forcément plaisir de base. Ouais, quoi. voilà. Ouais. Et un autre effet, c'est vraiment aussi l'uniformisation des pratiques sexuelles. Donc là, c'est plutôt aussi par rapport à ce qu'on peut visionner et consommer dans la pornographie mainstream. Et où en fait, c'est vraiment ces scripts sexuels hyper schématiques où c'est genre... Alors, on déteste ce mot, mais pour reprendre pour qu'on puisse se comprendre... Préliminaire, ensuite pénétration, à la limite éjac facial ou éjac en dehors du corps, ou voilà, mais éjac de toute façon. Et après, résolution et c'est terminé et c'est comme ça. Et où préliminaire, entrée d'un autre personnage pour quand c'est aussi des threesomes ou comme ça. Et puis ce truc très pénétrocentré, enfin voilà. Et du coup, de tomber aussi dans ces scripts-là, c'est difficile parce que finalement, est-ce que ça vous satisfait, premièrement Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait en sorte qu'il y a une certaine routine qui s'installe dans votre sexualité, partagée ou solo, hein et aussi, après, il y a un désir qui est moins grand parce que c'est difficile de surprendre si en fait on s'intéresse pas aux attentes et aux désirs des autres personnes. Et puis qu'on reste complètement bloqué dans ces schémas-là. C'est ça, on fait de répétition, encore une fois, c'est ça. On tourne un peu autour et puis rien de nouveau, quoi. Et on sait très bien que la création, et on l'a parlé, je crois, je sais plus à quel épisode, la création de nouveautés, c'est primordial pour justement se sentir toujours, stimulé, et puis découvrir. Parce que par nouveauté, c'est qu'il y a des nouvelles choses qu'on intègre, quoi. Ouais, et puis l'exploration, vraiment. Et puis ça, c'est la richesse de la sexualité, quoi. Ah ouais. You know what I mean. Voilà. Et le dernier, alors, impact, ça va être justement, du coup, l'impact sur la relation. Donc, la performance, elle va venir justement, elle engendre en fait je le répète, cette perte d'authenticité et de complicité. Hein, bien sûr. Parce qu'automatiquement, si on n'est pas authentique, il y a quelque chose qui manque derrière. On n'est pas transparent sur... Ils ont tenté. Donc il y a vraiment il y a ce vide un peu, disons, c'est pas un vide, mais manque de qui la personne est réellement. Et donc, le fait, il y a cette peur de ne toujours pas être assez bien, et puis ça peut empêcher d'exprimer ses désirs, ou alors ses limites librement. On est vraiment... toujours dans une comparaison constante. Vraiment, je ne suis pas assez bien, je ne suis. Et du coup, tout ça, ça empêche beaucoup d'expression. Ça, je pense, c'est une des notions de base de la performance, c'est la comparaison. Et à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'accès à la pornographie comme ça, mais encore d'autres choses, c'est aussi très difficile parce que c'est très dans l'image, puis en même temps, c'est très dans la tête. Et du coup, ça cristallise un peu...
Et puis voilà, ça affaiblit l'estime de soi, la confiance en soi, la volonté d'explorer, parce que c'est aussi une mise à nu, c'est aussi pas se mettre en danger, mais c'est des... Voilà, il faut s'ouvrir aussi, c'est difficile. Et puis, finalement, c'est aussi confortable d'être dans une certaine performance qu'on maîtrise, quoi. Et puis ça, on peut l'entendre, mais par contre, ça peut aussi avoir des dangers, on s'entend, mais ça peut venir vraiment appauvrir et vous frustrer dans votre sexualité, quoi. Je pense que c'est ça, c'est qu'il faut faire attention avec ce qui est confortable autour de nous, parce que c'est parfois super bon d'avoir Bien sûr. de toucher certains domaines ou autres, en fait, où on est confortable là-dedans, mais autant, ça fait que t'avances pas forcément, en fait, et tu vas pas voir ailleurs en termes d'autres pratiques, d'autres manières, voilà, exactement, d'autres manières d'être, tout simplement, soi-même. Et du coup... la prochaine question dont on aimerait discuter, c'est vraiment quelle est la différence entre le plaisir et la performance. Et puis, on aimerait vraiment poser ici que c'est des notions qui sont vraiment très distinctes, mais qui peuvent parfois aussi rentrer en conflit parce que, justement, la performance, c'est plutôt une pression qui est au niveau extérieur, comme on l'a dit, avec les normes, avec les attentes d'autres personnes, ce qu'on voit et la manière dont on se compare. Ça aussi, c'est quand même extérieur. On se compare nous, mais vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, on a aussi toutes ces représentations qui nous font marcher dans un certain schéma, dans un certain chemin. Et puis, ça perd complètement cette authenticité. Ça perd aussi, finalement, la capacité d'être à l'intérieur et puis de se poser des questions. Mais en fait, je suis à la recherche de quoi ? C'est quoi ce dont j'ai vraiment envie ? Si je m'écoutais... Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus dans notre société, vu qu'on veut convenir avec ses modèles et puis complètement rentrer un peu dans ses moules parfois. Ok. Et puis finalement, on sait pas qui on est, quoi. Et il y a des gens, même... c'est pas grave, mais il y a des gens, plus ils avancent dans leur vie et à des âges qui arrivent vers 40 ans, ils réalisent qu'en fait, ils savent pas qui ils sont, qu'ils savent pas en fait ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont envie, et puis voilà, c'est aussi, tu remets tout plein de choses en question, aussi. Mais c'est ça, c'est qu'il y a... En fait... On valorise constamment, mais vraiment dans tous les milieux, les médias, la famille, l'école, le tout, tout. On valorise vraiment des rapports qui sont complètement asymétriques. En fait, c'est ça, c'est que la femme et l'homme, là je vais parler vraiment de la femme, pas les femmes, parce que c'est ça qui est justement très présent. Voilà, c'est ça qui est représenté dans nos sociétés. On parle de la femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça, et dans plein de domaines, quoi. Et ça, c'est aussi repris beaucoup par le porno chic, justement. C'est ces corps idéalisés, c'est ces comportements idéalisés, qui, du coup, ancrent encore une fois les normes de genre. Moi, ça me choque, mais... je fais aussi de l'éducation sexuelle à côté de ça, mais on voit dans les classes que quand on demande aux jeunes filles de faire des choix... c'est déjà très compliqué vis-à-vis de leurs camarades garçons, parce qu'il y a déjà ce truc de pas déranger, pas s'imposer, qui est déjà ancré à des âges super petits, de 4-5 ans, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi ça, c'est aussi de la performance, et c'est de la performance de genre, et puis en fait, ça s'inscrit, ça s'ancre tellement profondément, aussi, qu'après c'est difficile de re-questionner, de vouloir restructurer et de vouloir reconditionner ces questions-là. Mais c'est ça, c'est comme tu as dit avant, c'est ce jeu de rôle inconscient. C'est que du coup, la petite graine, elle est bien implantée, quoi. Elle est vraiment très bien implantée. Et puis, c'est aussi des performances sur la sexualité. Il y a beaucoup de discours, surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Mais voilà, nous, on s'inscrit aussi dans ça, étant donné qu'on a un podcast qui parle des sexualités. On essaye d'être le plus nuancé, le plus ouverte, mais forcément que, comme on l'a déjà dit, nos propos sont clairement... comment tu dis ils s'inscrivent aussi dans une certaine manière de penser, ils sont situés, merci, j'avais plus le mot. Mais après, depuis le premier épisode, ce que j'apprécie et ce que je trouve que tout le monde devrait le faire, c'est de préciser, parce qu'en fait, ça change direct un peu ce paramètre dans ta tête et tu as du coup une autre vision. C'est vraiment de se dire, de dire, peu importe quel avis tu émets, c'est de dire je suis situé en fait. Et donc du coup, ça c'est mon histoire. C'est pas la vérité absolue, c'est...
voilà, une piste de réflexion. Et puis, mais c'est que aussi, ces discours sur les sexualités, ils mettent en avant aussi une fréquence, ils mettent en avant aussi, c'est pas ok si t'as des baisses de libido, ton mec ou ta meuf va te quitter. Et voilà, et en fait, ça impose aussi un rythme, ça impose aussi une culpabilité, une honte, des questionnements, des doutes. Et puis, ça aussi, ça fait partie de cette performance-là. Et c'est de la contre-performance, du coup, dans ces discours, mais du coup, c'est d'éviter de tomber là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, donc ça c'est vraiment la performance, la pression extérieure, et de l'autre côté justement on a le plaisir qui est donc une connexion à soi et à l'autre aussi évidemment. Et là du coup c'est un plaisir qui va être subjectif, qui va être intime, il n'y a pas de script, on parlait avant de script, là il n'y a pas de script, et puis c'est une question de, encore une fois on le répète, sensorialité, hein. Et là il y a du fluide, ça va pas tout simplement dépendre justement d'une réussite justement mesurable, c'est pas comme ça, faire comme, mais c'est typiquement dans une relation quand on ne retrouve pas dans le porno, c'est ok, là il y a de la frustration, là c'est lent, là c'est plus rapide, là c'est... Enfin voilà. Donc c'est cette fluidité qui est authentique dans le plaisir, quoi. Donc on n'essaye pas de prouver, mais on essaye vraiment de ressentir, d'explorer. C'est ça, c'est pas une question de prouver. Et ça c'est vraiment très très important. Et puis je pense que quand nous, on entend qu'il y a un peu ces questions de performance qui ressortent dans des discours de personnes avec qui on est en consultation, c'est aussi ça, c'est de dire, ok, ça c'est un point de vue, ça c'est quelque chose, c'est le cadre un peu de référence, mais toi, vous, comment ? Et puis en fait, c'est ce travail-là, mais qu'on n'apprend pas forcément, hein, même quand on est tout jeune. Et puis c'est vraiment de se reconnecter à ses sensorialités, puis d'accepter effectivement l'imperfection. Non, ce sera pas toujours parfait. Mais est-ce que de partir et d'avoir des discussions sur une base de logique de la performance, ça amène de toute façon à plus de satisfaction, étant donné que du coup on connecte jamais réellement avec ses partenaires, qu'on connecte jamais vraiment avec soi, donc de toute façon il y aura des aspects négatifs là-dedans aussi, tu vois. En fait c'est ça, c'est que la performance, il y a justement le fait qu'il y ait un objectif. En fait il y a le point A au point B, et du coup tout ce chemin du point A au point B, il est inconscient. Et il n'est pas là à prendre son temps dans son temps présent pour vraiment parler. Et puis il est faussé surtout dans la performance, parce que du coup c'est des attentes qu'on pense réaliser, mais qu'on ne sait même pas si c'est vraiment ça qui nous plaît, quoi. Et puis c'est vrai que du coup cette performance, donc ces pressions extérieures, ce conditionnement un petit peu, ça étouffe aussi le plaisir. Et souvent en fait c'est là qu'on met le doigt sur déjà purée, la réalisation, tu sais, de en fait, depuis combien de temps je performe dans cette relation avec moi-même, dans la manière dont je me conduis, dont je m'exprime. Et puis, ça peut amener à des anxiétés de performance, à du stress, donc des dysfonctions sexuelles, à forcément une perte de spontanéité, puis aussi à un manque dans la relation, parce que du coup, c'est jamais l'authenticité qui est prônée, puis... Voilà, au bout d'un moment, c'est un peu creux, quoi. C'est ça. Parce qu'on reste qu'à la surface, En fait, du coup, pour vraiment mettre un résumé pour cette question, en fait, de la différence entre le plaisir et la performance, c'est que le plaisir, c'est vraiment, du coup, un espace de liberté, et la performance, c'est un devoir. Et donc, rien que par les noms, espace de liberté et devoir, automatiquement, ça va engendrer... un domino d'effets en fait. Ouais, puis je réfléchissais et je me disais, si vous sentez que vous êtes un peu... Il y a quelque chose qui a changé dans les relations que vous partagez avec vos partenaires, ou bien qu'il y a un truc qui clique plus, ou bien une certaine routine qui s'installe, je pense que ce serait intéressant justement que vous posiez la question de cette performance, parce que des fois, ça s'immisce un peu comme ça, à l'air de rien, et puis ça vaudrait la peine vraiment de se demander, quoi. Voilà, donc c'est exactement ce qui nous amène à donc, notre prochaine question, qui est de comment retrouver une sexualité plus libre et authentique. C'est bien beau, nous on parle, mais comment du coup ? Alors déjà, c'est donc important, la sexualité n'est pas égale à compétition, et puis il n'y a pas un échec ou une réussite, hein. C'est toujours des expériences qu'on apprend pour devenir meilleur, pour être en fait plus épanoui.
Et donc, remettre en question les attentes irréalistes, par exemple, typiquement la durée idéale du rapport, l'érection permanente, l'orgasme obligatoire, les rôles genrés. Donc, remettre ce genre d'attentes irréalistes, eh bien, ça vient du coup nuancer. Et il y a des personnes, justement, qui, je sais, elles se complaisent dans les rôles. Ça, c'est une réalité. Il y a des personnes qui se complaisent dans les rôles genrés, mais c'est toujours super bon de venir avec une réflexion, une rétrospection et savoir si est-ce qu'on se complaît dans ces rôles genrés parce qu'on a été habitué et que du coup c'est un jeu inconscient ou alors est-ce qu'on se complaît parce que réellement on est proche de ces traditions-là et puis ça existe et c'est ok. Moi je trouve que c'est ok si on se complaît là-dedans. En tout cas moi je pense à des membres de ma famille qui se sont questionnés en tout cas sur ces rôles genrés et puis qui sont non bah écoute moi pas forcément vivre dans une époque hyper fermée, hyper traditionnelle, mais en tout cas, je préfère certains modes de fonctionnement et puis ça me convient, par exemple, dans ma relation, on arrive à trouver un équilibre là-dedans. Fine. On n'est pas là du tout à imposer quelque chose. Il faut quand même juste qu'il y ait une réflexion et puis que du coup, voilà. Ouais, puis c'est important parce que comme on dit à chaque fois, si pour vous, c'est pas des questionnements puis c'est pas une souffrance... Ok, c'est pas un problème. On ouvre aussi juste le dialogue pour des personnes peut-être chez qui ça clique en se disant ah ça peut-être. Voilà. Puis je voulais dire aussi que les performances de rôle, de genre et tout ça, ça peut aussi complètement venir de l'éducation. Et ça veut pas dire que c'était faux la manière dont on vous a éduqué. C'est aussi juste de dire peut-être il y a aussi une représentation plus large, une représentation qui me correspond plus parce que là je me sens un peu coincée et puis que je sens, parce que des fois on sent quand on performe, on se dit dîner de famille, on met le sourire, on n'a pas le droit de pas aller bien, ou bien je vais faire mon rôle un peu de beauf ou de un peu qui amuse la galerie. Des fois on sent qu'on est dans cette performance et puis qu'on n'a pas besoin de faire peut-être dans d'autres milieux, puis du coup ça nous coûte quoi. Ouais, il y a cette énergie quoi, aussi, vraiment être performant c'est vraiment énergie, batterie on. Énergie forte de fou, c'est vrai. Ouais. Et du coup, le but, ce serait vraiment de pouvoir se reconnecter à ses sensations, de se recentrer aussi, à se reconnecter vraiment à ses désirs, à ses envies. Et pour ça, il y a plein de techniques qui peuvent être utilisées. Il y a aussi le sunset focus, où on peut avoir les yeux bandés, ou avoir des boules caisses, parce que comme ça coupe un des sens déjà, ou bien avoir même les mains attachées. Et puis où en fait, c'est des stimulations, mais sur tout le corps. De nouveau, on sort que de la génitalité. Et puis, ça permet de se dire, ok, ça c'est un toucher agréable, ça c'est un toucher pas agréable, ça c'est plus subtil, mais j'aime bien, ça me fait frissonner. Et puis, c'est d'être aussi dans l'exploration, justement, l'ouverture, de se dire, franchement, je perds quoi à le tenter, quoi. C'est aussi ça. Et puis, ça permet au cerveau de lâcher. Et puis, quand le cerveau, il lâche, le stress, il diminue, l'anxiété, elle diminue, la peur, elle diminue, parce que si on est dans un environnement safe dans lequel on se sent à l'aise de le faire, aussi, on peut shut down un peu ces côtés-là, quoi. En fait, c'est ce qui est en tout cas ce qu'on motive en tout cas les gens à avoir, c'est justement aussi d'accepter, le terme accepter il est un peu bateau, mais voilà, accepter les imperfections et les fluctuations. Donc voilà, on peut, comme tu parles là du coup, on peut avoir du stress, on peut avoir de l'anxiété, on peut avoir plein de choses en fait, des émotions qui vont être dues à notre journée, à notre contexte, disons ça plutôt plus général. Et puis le but étant justement d'accepter un peu ce qui est pas prévu, ce qui est vraiment imprévu et de normaliser ces moments-là. Et quand tu parles de sunset focus, du coup, typiquement, là, c'est en fait de jouer sur un pleasure mapping. C'est vraiment un peu toucher certaines parties du corps avec un sens ou non privé. Et puis, toucher explorer les corps et puis cesser un peu ce côté où non ça devrait être comme ça quoi, non ça fluctue, on est impacté par ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une pénétration et une éjaculation, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une érection qui est super hard, là pour parler vraiment d'un type et non il n'y a pas forcément besoin de ça, on peut faire d'autres choses quoi, et puis ça du coup ça reconnecte parce qu'on enlève la performance, ça reconnecte. Ça reconnecte et puis ça vous
permet vraiment de vous découvrir aussi ensemble, quoi. Et puis aussi le slow sex, c'est hyper important que ce soit pas... parce que souvent... c'est ok de faire aussi d'autres manières, hein, la sexualité, mais aussi de rentrer dans des pratiques plutôt slow sex où on se laisse le temps, puis que du coup, si l'érection elle est un peu moins dure, si c'est du slow sex, du coup on est moins pris par le temps aussi. Et puis on peut revenir à d'autres pratiques, peut-être du sexe oral, des caresses, un massage, et puis à ce moment-là, l'érection elle remonte aussi peut-être à ce moment-là, mais ça peut aussi être par rapport à l'excitation aussi des personnes à vulve, hein, où du coup, il y a un moment où on se sent moins à l'aise parce que la lubrification naturelle elle est peut-être un peu moins là, ou que là on n'a pas envie d'être aussi pénétré, hein, et puis de revenir à d'autres choses et puis de le faire en plusieurs étapes et puis vraiment de prendre le temps et puis de valider ce qu'on ressent dans notre corps parce que notre corps il réagit, c'est pour certaines raisons, et du coup de valider, de dire ok, là peut-être on peut revenir à d'autres choses plus simples ou bien plutôt du sexe qui est pas pénétratif. Mais, moi j'ai pensé à ça quand tu parlais de hard. Par exemple, le BDSM peut être du slow sex. Hein. Oui. On a cet imaginaire collectif que le BDSM, c'est hard. Ça peut être soft aussi. Ça peut être soft et ça peut être du pleasure mapping en BDSM. C'est-à-dire qu'on va jouer avec d'autres outils. Des petits fouets, mais peu importe. Hein, Voilà. Donc, pour dire, en tout cas, le bondage, plus spécifiquement... va apporter cette sensorialité. Donc c'est intéressant pour dire que voilà, dans même cet imaginaire d'un BDSM hyper hardcore, qui peut l'être, hein, on est d'accord, eh bien même dans ce domaine-là, on retrouve du sexe plutôt expérimental au sens slow. Et du coup, aussi, comment se détacher des modèles inspirés beaucoup par la pornographie mainstream pour permettre aussi de se reconnecter à plutôt des choses qui nous parlent, qui nous attirent. C'est vraiment aussi de dire, ok, on peut consommer de la porno, c'est ok, mais aussi de garder des moments où peut-être on se déconnecte de ça et puis que on n'y pense non plus trop, puis on le met plutôt en arrière-pensée, quoi. Et où on se dit, c'est pas, je vais pas refaire chez moi, je vais pas recréer ces conditions-là. Et ces pratiques-là dans cet ordre-là. Et du coup, plutôt, je me permets de découvrir d'autres choses. Et puis peut-être, de temps en temps, de mettre un truc que j'aimais bien, qui m'a fait kiffer dans la porno, de le mettre, mais que ce soit pas consacré à ça aussi. Ça peut aussi être une solution d'y aller décrescendo un petit peu. Et puis de vraiment penser à des fantasmes qui vous plaisent, à des pratiques qui vous font du bien, et à vos partenaires aussi. Et puis d'être vraiment, parce que souvent il y a un peu cette image de la performance, c'est un peu on est au-dessus de soi puis on se regarde faire, tu sais. Et puis il y a une prise de conscience à un moment où on est capable d'être dans un truc de recul, où on se dit waouh, je suis en train de faire ça, mais même dans la sexualité, hein, où tu te mates un peu dans le miroir, où tu te dis ah ouais, là franchement je donne, ça doit être incroyable ce que je suis en train de donner, tu sais. Mais d'être plus dans, ok, je sens quoi dans mon corps? Là, ça fait quoi au niveau de ma génitalité? Ça fait quoi au niveau de mes frissons? Est-ce que je sens que j'arrive à de l'excitation, à de l'orgasme? Parce que c'est pas une centralité, mais par contre, ça peut aussi arriver et c'est tout à fait ok. Et d'être plutôt dans ces ressentis-là que d'être au-dessus de soi en train de se voir faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, même si, justement, quand tu dis crescendo, en fait, admettons, donc, vous choisissez de faire une pause dans le porno et de pas consommer de la pornographie et que peut-être, hypothétiquement, après un jour, vous voyez que ça vous stresse et que finalement, vous avez envie de récupérer de nouveau de la dopamine, etc., et libérer de la dopamine, et bien justement là c'est intéressant de savoir après un jour que j'ai arrêté, pourquoi, et cette auto-réflexivité elle est toujours la bienvenue. Ça veut pas forcément dire que peut-être, en fait ça peut permettre, même si après un jour tu reviens et tu reconsommes de la pornographie, ça a quand même bougé quelque chose dans ton cerveau, le fait que tu as pris un recul que tu n'avais pas forcément avant, en te rendant compte que finalement waouh, en fait, I'm in, quoi. Et puis aussi hyper important de pas faire semblant, quoi, de pas faire semblant de jouir ou d'avoir un orgasme ou que ça nous plaise si c'est pas le cas. À l'inverse aussi, ça c'est aussi d'être dans la performance de je fake l'orgasme et tout, parce que ça donne des super mauvais indicateurs à vos partenaires, puis à vous aussi, parce que votre corps après, du coup, ça se termine, puis vous étiez pas au summum de votre excitation, puis peut-être qu'à ce moment-là, vous aviez quand même envie de jouir. Et puis, si vous y êtes pas arrivé,
voilà, c'est aussi plus compliqué parce qu'après, ça peut mettre aussi en place des blocages et puis des schémas qui sont pas des schémas de réussite pour vous à ce moment-là. Puis c'est vrai que... Enfin, de réussite, on s'entend. Voilà, on a dit, il n'y a pas d'échec ou de réussite, mais disons aussi d'authenticité. Ouais, voilà, dans ce sens-là. Ouais. Et puis, justement, là, c'est important. On peut, par exemple, donner un petit exercice à faire qui peut permettre aussi un peu de se calmer. Parce que dans ces moments-là, comme on a dit jusqu'à maintenant, la performance est égale souvent pression, justement, et donc stress et donc anxiété. Donc, on peut tout simplement partir sur des choses simple, une respiration que j'aime utiliser d'ailleurs, hein, vraiment, je crois que la 4-6-8, c'est vraiment t'inspires 4 secondes, tu maintiens, rétention 6 secondes, et puis t'expires 8 secondes. Et tu fais ça 3-5 minutes, soit avant un rapport, soit avant un rendez-vous, soit avant même pour dire hors sexualité, même si tu as envie justement avant de rejoindre ta famille à un souper ou alors avant de rejoindre tes amis où ils sont 10 ou plus, enfin j'en sais rien, c'est un peu de justement calmer cette activation du système nerveux qui est justement sympathique à ce moment-là et donc vraiment ouais, puis de se reconnecter voilà, c'est ça, se dire ok, it will be fine. ouais. C'est ça. Et puis, par exemple, si on est en couple ou en relation, on peut aussi tout à fait faire cet exercice. Après, en général, nous, on propose de se connecter. Donc, on peut se mettre assis en tailleur ou assis face à l'autre et puis se toucher quand même les mains ou bien au niveau des jambes. Comme ça, il y a aussi une connexion qui se fait. Puis, il y a un moment d'intimité qui est partagé parce que l'intimité, c'est pas que la sexualité, c'est aussi complètement autre chose. Et puis de faire aussi cet exercice de respiration, puis de ressentir l'autre qui le fait. Puis ça permet aussi de créer une connexion entre les différents corps, entre vos deux corps ou les corps en général. Et puis de vraiment faire passer une symbiose, mais dans les ressentis. Et vraiment de connecter les systèmes nerveux aussi, parce qu'à ce moment-là, les deux sont dans des énergies aussi plus basses, comme ça. Voilà, exactement. Tu l'as bien, même avec ta voix là, tu l'as bien... J'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Mais ouais. Mais juste, t'as performé. J'ai performé. C'est ça d'ailleurs, tu joues un rôle. Hein. Oui. Bref. Mais effectivement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au couple. On a d'ailleurs des patients et des patientes qui vont venir nous dire qu'ils ne sont pas forcément dans ce genre de connexion, de spiritualité. Enfin, parce qu'on allie ça un peu à de la méditation, à autre chose. Et puis, voilà, en faisant tout un cheminement, en proposant un peu de modeler selon évidemment toujours le couple, eh bien, on voit que ces mêmes personnes qui ont tenu ce discours, et bien finalement sont étonnés de ce que ça peut apporter et de comment on peut se reconnecter, quoi. Et puis des impacts assez rapides et avec des choses assez faciles du coup, parce que ça nécessite pas d'outils spécifiques, enfin voilà quoi. Voilà, c'est vraiment ça calme quoi. Même après une séance, on sent le calme. Ouais, puis ça permet vraiment, cette technique, elle permet vraiment de ralentir, puis vraiment de ramener à des énergies plus basses, mais du coup qui sont plus ancrées, et puis qui reconnectent vraiment à son corps, parce que d'un coup on est conscient de sa respiration, alors que c'est un réflexe, mais du coup on est conscient et consciente de sa respiration, on est consciente de notre corps à ce moment-là, parce que tout notre esprit est connecté à ça à ce moment-là. On n'a pas d'autres choses qui viennent nous divertir, nous prendre notre concentration, disons. Et du coup, ça permet vraiment de... Voilà. Des fois, et puis des fois, ça, même après, comme tu disais, une journée de boulot, parce que voilà, on a la vie qu'on mène, et puis c'est ok d'être un peu, des fois, stressé et tout. Mais du coup, des fois, rien qu'en rentrant chez soi, si à ce moment-là, on a aussi envie de partager un moment avec les personnes avec qui on vit ou avec qui on partage notre vie, et de juste prendre cet exercice-là, 2 minutes même, ça suffit des fois, je pense aussi. C'est cool si on peut faire plus, mais ça peut déjà suffire pour poser. Et puis là, je rentre chez moi. C'est un cadre safe si c'est le cas. Et je peux être à l'aise ici. C'est ça. En fait, pour conclure cet épisode performance, c'est que se libérer de la performance, c'est justement repenser sa sexualité, de manière générale, en termes justement de désir, de connexion, d'expérimentation, plutôt que de réussite. On l'a déjà dit, mais c'est vraiment ça le tronc, je trouve, en tout cas, de la performance. Et puis de retrouver justement quelque chose de plus personnel, et puis pas quelque chose qui est complètement collectif. Voilà. Dans la performance qu'on s'imagine, quoi.
Très bon épisode. Voilà. Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à nous le dire. Exactement. Et du coup, on est aussi trop contente de vous annoncer que c'est le dernier épisode de là, la on peut saison. Officiellement faire le clap de fin. Et on peut faire le clap de fin. Et franchement, c'était un plaisir. Oui. C'était un plaisir de se retrouver aussi avec Merci à toi. vous. Oh là là, Mathilde, bien sûr, ça, laisse tomber. C'est un plaisir d'avoir fait tout ce cheminement ensemble. 10 épisodes. 10 épisodes. Et puis, évidemment, une suite. Oui, une suite, mais on ne spoil encore pas trop. Et avant la suite, surtout un petit épisode bonus, mais on vous gardera informé. Voilà. Mais un petit épisode bonus juste pour bien finir. Oui, exactement, pour un peu faire plaisir à la galerie de nos personnalités flamboyantes. Enfin voilà. On vous embrasse très fort. Et puis à une prochaine. On vous tiendra au courant. J'en dis pas plus, j'ai failli. Oui, j'ai